J'inspire. Je ne sais pas si on va en avoir besoin. J'inspire et je sais que j'inspire. C'est-à-dire je retourne à mon souffle et je me rends compte que d'un seul coup, comme une illumination, eh bien oui, je suis en train d'inspirer. J'expire, ô merveille, j'expire. Nous allons suivre notre souffle. J'inspire, j'expire bien consciemment. J'inspire et je sens l'air qui pénètre dans mes narines. Il est frais. J'expire. Je sens l'air qui me quitte. Il est tiède ou chaud. Conscient du passage de l'air dans les narines et de sa température. Peut-être frais à l'inspire, peut-être chaud à l'expire. J'inspire et je sens l'air qui descend derrière le palais et peut-être même dans la gorge. À l'inspire. Et je sens son passage lorsque j'expire dans l'autre sens. Conscient du passage de l'air. Conscient du passage de l'air. I feel the air in my nose and in my mouth. Coming in and coming back. J'inspire et je sens l'air dans mes bronches.
Peut-être on ne peut pas bien le sentir, mais on essaye de le visualiser, cet air qui pénètre dans la trachée artère, dans les bronches, dans les bronchioles. Et à l'expiration, le même chemin à l'envers, l'air qui nous quitte. Inspire, je sens l'air, j'essaie d'être attentif à ce passage de l'air. À l'expire, de même. I try to feel the air in my breath. J'inspire et je suis consciente de l'air qui gonfle mes poumons, comme des fleurs qui s'ouvrent à l'intérieur de ma poitrine. J'expire, les fleurs se referment, les alvéoles se vident et l'air me quitte. J'inspire, j'expire. Je laisse circuler cet air, m'ouvrant et me fermant comme une fleur. Breathing in, I feel my lungs start to be open, like flowers. Breathing out, I feel my lungs closing like a flower at the end of the day. J'inspire et je sens mon diaphragme. Cette séparation entre l'abdomen et le thorax qui descend à l'inspire et remonte à l'expire, entraînant le mouvement de la respiration. Inspire, mon diaphragme s'abaisse. Expire, il remonte doucement. Breathing in, I feel, I don't know the name, the muscle between the abdomen and the chest moving up and down with the air coming in and coming out. J'inspire et je sens mon abdomen détendu, relâché, bercé par les mouvements de la respiration transmise par le diaphragme qui caresse mon ventre, le pousse légèrement en avant à l'inspire et légèrement à l'arrière à l'expire. Inspire, mon ventre avance un peu, gonfle un peu. Expire, il recule doucement. Breathing in, I feel my abdomen coming up and down.
Merci beaucoup, chers amis. Thank you very much, my sister. C'est un exercice que vous pouvez faire n'importe où. Vous pouvez faire ça dans le train, dans le bus, dans l'avion, dans le métro, dans le RER. You can do everywhere. This kind of exercise very easy. Donc, il reste encore une place devant, juste là devant. Si quelqu'un a envie de venir, mal installé pour l'instant, peut-être que nos frères, avec cette belle journée, ont voulu garder les amis laïcs près d'eux, pour travailler dans le jardin peut-être. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre de l'an 2019 et nous sommes à la Maison de l'Inspire, à Villeneuve-sur-Bélot. C'est comme les chenilles et les papillons. C'est la même maison, mais elle s'est transformée. Hein? Elle était avant comme une petite chenille, très belle, et maintenant elle est comme un papillon, une chrysalide, un papillon. Tout change tout le temps. Nous sommes pendant la retraite d'hiver. Et il fait un temps magnifique. Aujourd'hui, nous avions choisi comme sujet la réconciliation avec soi-même. C'est bien ça. C'est si facile à faire. J'ai déjà donné 2 autres enseignements sur la réconciliation. C'est une progression. C'est plus facile de se réconcilier avec les autres qu'avec soi-même. Mais quand on s'est réconcilié avec soi-même, on est réconcilié avec les autres. C'est pas mal. Donc nous allons essayer de regarder. Beaucoup parmi vous n'étaient pas là pendant les premiers enseignements, les 2 premiers enseignements. Il y en avait qui étaient là déjà? Pas beaucoup, hein? Qui étaient là les 2 autres fois où j'ai donné des enseignements sur... Cet été? Oui, vous étiez là aussi, c'est bien. La première chose que nous avons découvert, c'est qui suis-je? C'est le grand interrogation. Qui suis-je? Et là aujourd'hui, c'est Sœur Tindo qui est à la cloche, mais voyez-vous, elle est assise derrière la cloche, elle dessine merveilleusement bien. Alors j'avais eu envie, j'avais demandé à ce qu'on apporte des crayons, un tableau, pour lui demander de manifester, sinon mais si tu veux ça. Sinon ça ressemblerait à un dessin d'enfance que je ferais. Tu vois? Si tu veux. Oh, c'est pas difficile, hein. Tu vas voir, c'est très facile, c'est un jeu. De toute façon, moi j'enseigne par le jeu. Parce que c'est beaucoup plus facile, ça ne fixe pas l'esprit sur l'intellect et ça nous oblige à être vrai. I ask Sister Tindo because she's the one who writes very well to manifest ourselves. Who we are. Si tu veux faire un cercle, et ce cercle va nous représenter, mais pas trop gros, parce qu'il y a besoin de dessiner tout autour. Aussi, mais pas des grandes choses extraordinaires. Tu choisis, voilà, on va choisir des couleurs. Oui, maximum, pour que tout le monde le voit. Oui, si vous le couchez. Voilà, donc un cercle, c'est nous. Vous êtes reconnus? Tout le monde, hein? C'est si facile. De quoi sommes-nous faits? Serions-nous là sans notre papa, sans notre maman, un jour de grand amour? Et il y a une petite cellule, c'est nous. Cette petite cellule s'est bien développée.
Est-ce que tu veux dessiner papa-maman, mais sobrement comme un enfant? S'il te plaît. Hein? Non, c'est input. Ce qui va donner naissance à... Oui, l'extérieur, tu dessines deux petits personnages, si tu veux. Voilà. Est-ce que c'est vrai que sans papa et maman, nous ne serions pas là? Vous êtes sûr? Vraiment, vraiment, vraiment sûr. Hein? Sans papa et maman, pas de possibilité d'être là. Et les grands-parents? Ouais, pas mal. Hein? Et les grands-parents? Est-ce qu'il a fallu la même chose pour papa et maman? Alors peut-être 4 maintenant, s'il te plaît. Puis 8, puis tu montes vers le tableau. Tu vas nous faire voir notre lignée ascendante. Nous sommes faits de ça. Nous avons été tissés par papa et maman. Et maman nous a donné sa chair, son sang, tout ce qu'elle mangeait, tout ce qu'elle buvait, toute sa patience. I'm sorry, I cannot translate. Hein? À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit fluent et qui puisse traduire ça avec beaucoup de légèreté, de joie surtout, parce que s'il n'y a pas de joie, ce serait dommage. Voilà. Et il se multiplie, c'est curieux, il se multiplie vers le haut. Hein? Il se multiplie vers le haut. Alors ils ont été combien nous donner naissance? Parce que sans grand-père et grand-mère, on n'est pas là non plus, hein? Vous êtes d'accord? Ils sont 4. Mais les arrière-grands-parents, vous voyez un peu? Non, je pense que c'est bien que cette amie ne puisse vraiment écouter. S'il n'y a pas de traduction, ça va, hein? Ça fait rien. Merci beaucoup. Ça fait des soucis. Non, elle n'a pas besoin, c'est notre sœur qui aurait eu besoin. Je lui ai proposé à cause de la caméra. D'accord. Donc voilà, vous voyez, et puis là, c'est combien de générations? 1, 2, 3 seulement. Vous voyez? Or, si vous vous souvenez bien, nos grands-parents, c'était Monsieur et Madame Cro-Magnon. Et puis, on avait les mêmes, quoi. Et puis, bien avant aussi. Vous êtes d'accord pour ça? Quand est-ce que ça a commencé? Y a-t-il eu un commencement? Donc tout ça, tous ces petits personnages, plus des milliards d'autres personnages, nous ont donné naissance. Se sont transmis intégralement. Vous avez remarqué, on a une tête, des bras, un tronc, des jambes, des mains, des pieds, enfin bon. On a des yeux, ils sont placés de la même manière, des oreilles, un nez, une bouche, des dents, des ongles, des pieds, tout pareil. On ne se ressemble pas pour autant. C'est notre lignée, elle est différente, et la transmission s'est faite différemment. Voilà nos ancêtres. À quel moment sommes-nous nés? Est-ce que nous étions là avant notre naissance? Est-ce qu'on était là avant de naître? Oui, hein? On était où? Dans le ventre de maman, avant de naître. D'accord. Et avant? Est-ce que par hasard, nous aurions été dans papa et maman dans leurs cellules? Oui, est-ce que c'est vraisemblable? Oui, mais les grands-parents, est-ce qu'on n'aurait pas été là par hasard, dans les grands-parents déjà, sous forme de cellules? Et sous forme de projets? Et sous forme de rêves? Et sous forme de réalisation? Oui, non? Oui. Donc, vous voyez, Monsieur et Madame Cro-Magnon ont déjà rêvé à nous. Et nous étions déjà dans leur cellule. Maintenant, on va changer de couleur, et puis on va faire rentrer à l'intérieur, si tu veux, dessiner, je ne sais pas comment on va faire, tout ce qui nous constitue. On va faire le tour rapidement, parce que Alors, la nourriture, ce qu'on a mangé, ce que maman a mangé,
Ce que les grands-parents ont mangé, ils nous ont tout transmis. Hein. La nourriture, on peut faire ça sous forme de pommes, de carottes, ce que tu veux. Mais oui, tout le monde mange des carottes ici. Ça va. Alors, voilà. Alors c'était dehors, et puis c'est dedans aussi. Quand nous mangeons une pomme, nous devenons pomme. Nous absorbons son énergie. Ça va aller, il faut faire de la place pour le reste. Merci Esther. Vous voyez, c'est joli, hein? Puis je vais vous dire une chose, si vous avez une mémoire visuelle, vous ne pourrez plus l'oublier. Ça sera inscrit dans votre mémoire visuelle. Voilà, nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous respirons. Nous sommes l'eau que nous buvons. Nous sommes 75% de cette eau. Nous sommes notre société. Si nous étions nés en Alaska, maintenant, plus loin encore, dans le peuple lapon, là-haut, est-ce que nous penserions comme nous pensons? Est-ce que nous aurions le même rapport à l'hiver? Moi, quand je vois l'hiver arriver, j'ai froid, mais pour eux, c'est le moment d'aller se baigner. Hein. Il fait bon et chaud, là. Donc, notre environnement, comment tu peux nous le dessiner? Peut-être. T'as une idée? Tu peux faire des montagnes, des rivières, mais à l'extérieur, et puis tu fais... C'est l'input. Ça, c'est à l'extérieur aussi? Non, mais ça va, c'est intérieur, puisque c'est devenu nous aussi. Hein. Et voilà. On peut avoir des montagnes, des rivières, des collines, des lacs, ce que vous voulez. Est-ce que sans les rivières, sans l'eau, on pourrait vivre? Non. Alors, l'eau, tu l'as dessinée. Est-ce que sans le soleil, on pourrait vivre? Si tu veux faire un petit soleil, un gros soleil, si tu veux. Voilà. Sans le soleil, pourrait-on vivre? C'est sûr, vous êtes sûr, vous ne me racontez pas. Il faut que vous en soyez sûr. Sans la terre, y a-t-il une possibilité de se développer? Non. Sans l'air, on supprime l'air. Vous êtes sûr? Ou c'est une notion intellectuelle? Non, c'est sûr. Alors l'air, on peut peut-être le représenter. D'où il vient? D'où vient-il? Des arbres, hein? Des plantes. Et l'oxygène, vous savez que la majorité de l'oxygène, on pensait que c'était la forêt amazonienne et tout ça, mais la réalité est encore plus grande, c'est le plancton. Sur tous les océans. Plus, bien sûr, l'Amazonie, etc. Voilà. Il y a tout ça. Qu'est-ce qui me manque? L'espace. Sans espace, à quoi nous ressemblerions? Sans espace, la Terre, sans espace interne, la Terre ressemblerait à une orange. Si elle était condensée complètement, elle ressemblerait à une orange. Donc nous continuons. Nous essayons de voir qu'est-ce qui nous manque encore. L'air, l'eau, l'espace, tout y est, la conscience. Avez-vous une conscience? Oui. Donc, la conscience, comment souhaiteriez-vous qu'on la représente? Des yeux grands ouverts. Ça va? On peut imaginer. Hein? On fait partie, donc nous sommes formés des quatre grands éléments, plus de l'espace, plus de la conscience. C'est comme ça que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Avec un œil qui regarde, un vrai œil qui regarde bien. La conscience. Et quand il regarde bien, c'est la pleine conscience. D'accord? Comment on va représenter notre société? Tout ce qui nous a été apporté par notre société. Par le professeur. Des livres, je ne sais pas. Hein?
quelque chose d'important. Sans ça, nous ne sommes pas ce que nous sommes. On n'aurait pas eu de parents pour nous apprendre à parler. Nous aurions été élevés par des loups, par exemple. On serait des loups. C'est vrai. On marcherait à quatre pattes, on hurlerait, on se battrait pour un morceau de viande. C'est pas mal. Et puis quand on voudrait dire je t'aime, on lècherait une langue. Vous voyez? Mais nous avons eu la chance d'avoir une société, des parents qui nous ont accueillis et qui ont fait de nous ce que nous sommes. C'est pour ça que dans la tradition bouddhiste, on dit qu'on doit énormément à nos parents. Et quand on remercie, quand on fait des touchés de la terre, les premières personnes qui sont nommées sont nos parents. Parce qu'ils nous ont donné la vie. Ils ont fait de leur mieux pour nous élever. Même s'ils nous ont abandonnés, à ce moment-là, ils avaient fait quand même de leur mieux. Alors c'est pas mal. Qu'est-ce qui nous manque, ma chère sœur? On avait regardé dans l'environnement, dans la civilisation, on a représenté ça peut-être par la parole aussi. Non? Une bouche qui chante. Et nos parents nous ont transmis, et la société dans laquelle on est né, nous ont transmis intégralement tout ce que nous savons. Ce que je suis en train de vous dire depuis le début, vous avez compris, vous avez des mots. Est-ce que j'ai inventé un seul mot que vous n'avez jamais entendu? Vous êtes sûr? Est-ce que j'ai dit une seule phrase qui n'ait jamais été dite? Pas encore. Est-ce que j'ai dit une seule phrase que vous n'ayez jamais entendue, que ce soit comme du chinois ou de l'hébreu ou je ne sais pas? Est-ce que j'ai émis une seule idée que vous n'ayez jamais entendue? Alors, qui a parlé? Voilà, ça y est, il y a des sourires qui naissent. Qui a parlé? À travers moi, tous les êtres qui m'ont approché, d'une quelconque manière. Toutes les personnes qui m'ont approché sont présentes en moi, sans parler de toute cette lignée d'ancêtres, sont en moi, et qui est en train de parler? Tout le monde à la fois. Il n'y a pas de soi séparé. Ça veut dire juste ça. Voilà. Voilà ce que nous sommes, et puis je pourrais développer ça, aller vous chercher les étoiles, savoir qu'avant le Big Bang, est-ce qu'on existait ou pas, enfin bon, la totale, quoi. Maintenant, je vais garder ça pour moi, parce que ça serait trop long. Lorsque nous agissons, lorsque nous parlons, lorsque nous agissons, lorsque nous pensons, qui pense, qui parle et qui agit. Qui pense, qui parle et qui agit. Vous savez, dans les familles, on dit quelquefois, quand on voit les enfants, « Oh ben toi alors, toi tu ressembles à ton père, toi tu ressembles à ta mère, toi tu te comportes exactement comme il, elle, grand-père, grand-mère, l'oncle, la tante. » N'est-ce pas? Vous avez tous entendu ça. Mais si on avait été élevé par les loups, vous vous rappelez ce qu'on aurait fait? Bon. Donc nous sommes nos ancêtres. Pour de vrai, nous sommes nos ancêtres. Et nos descendants sont nous et sont nos ancêtres aussi. Si nous avons des descendants, ils sont nos ancêtres. C'est merveilleux. Donc, on va apprendre comment se pardonner à travers cette redécouverte pour certaines personnes, cette qui suis-je? Je suis tout. Est-ce que pour la pomme ou le
je joue beaucoup avec les amandes en ce moment, quand je les mange, tous les matins. Je les regarde et je regarde comment elles sont habillées. Et bien, savez-vous, les amandes, elles sont toutes habillées de la même façon, avec une robe brune. C'est vrai? Quand elles étaient petites, et quand elles sont devenues adultes, elles avaient un joli pourpoint en velours vert amande. Dessous, elles avaient un blouson en bois tissé pour les protéger. Dessous, elles ont leur robe brune et encore dessous, un juste au corps en soie blanc. Vous avez regardé les amandes déjà comme ça? Jamais. Il va falloir vous y mettre, hein? Et elles sont le bébé. Elles sont les bébés de l'amandier. Et quand on mange une amande, on peut regarder s'il n'y a pas un monsieur Cro-Magnon amandier quelque part, une madame Cro-Magnon amandier quelque part, qui a donné naissance même avant. Et les amandes, elles sont exactement tissées comme nous. Elles sont tissées par la terre, l'air, l'eau, le soleil, l'espace et la conscience. Elles ont une conscience. Un amandier va savoir comment donner naissance à un bébé amande. Et ce bébé amande, devinez quoi? Il est comme une puce électronique, il a tout son programme intelligemment fait, il ne va pas se tromper. Il va faire un tronc qui ressemble à un tronc d'amandier, la forme de l'amandier, les feuilles de l'amandier, les fleurs de l'amandier et les bébés amandes. La conscience est dans toute chose. Ça va? Là, il faut que tu sautes sur la cloche. Nous sommes un maillon dans une chaîne. Nous avons une chance extraordinaire d'être un être humain. Nous avons une chance extraordinaire d'être sur ce côté de la planète. Une chance extraordinaire d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tous un toit au-dessus de notre tête, de quoi manger, de quoi boire, de quoi se chauffer, de quoi se laver, de quoi faire la cuisine, de l'eau au robinet. Vous imaginez? On tourne un robinet, eau froide, eau chaude, comme je veux. C'est un miracle. Des millions de personnes n'ont pas ça. Donc, se réjouir de ça. Ce matin, quand j'ai pris ma douche, je disais merci. Merci pour la douche. Merci pour l'eau qui coule. Merci pour le savon. Merci pour la serviette. Merci pour ma capacité de me laver toute seule. Merci, 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 merci.
merci. Et vous savez que dès qu'on met la gratitude en route, on guérit. C'est extrêmement important d'entendre ça. Quand on met la gratitude en route, on guérit. On va se soulager, on va être soulagé. On va prendre conscience qu'on est comme un roi ou une reine, comme un dieu, une déesse, suivant la tradition bouddhiste. Si je me conduis, si je suis descendant de mes ancêtres, et si je me conduis, je pense comme eux, je parle comme eux, j'agis comme eux, qui peut se condamner? Qui peut dire « je ne vaux rien, je n'ai aucune valeur, je ne fais que des bêtises ou des choses comme ça ». Qui peut dire des choses pareilles? On va regarder, je vais vous emmener, vous promener dans ma vie de petite fille, vous voulez bien? Et on va donner naissance à plusieurs visions profondes. Là, je vous ai fait goûter le non-soi, hein? L'inter-être. Et quand je respire, je donne mon gaz carbonique à l'arbre, il fait « waouh, super !» Merci. Quand je fais un petit pipi, la nature se réjouit. Un petit peu, je vais pouvoir recevoir ce dont j'ai besoin pour compléter. Et autre chose aussi. Donc, nous sommes en perpétuel échange entre l'intérieur et l'extérieur. Nous sommes nourris et nous nourrissons sans arrêt avec le souffle, avec la respiration, la perspiration, la transpiration, l'absorption, l'assimilation, enfin bon. Nous sommes sans arrêt en contact avec l'univers tout entier, qui ne s'arrête pas là. Donc, nous allons essayer de regarder dans l'histoire d'une petite fille. Pour vous faire voir, cette fois-ci, d'abord l'impermanence. Vous savez ce que c'est l'impermanence? On est en automne. Ah, c'est trop beau. Vous avez regardé les arbres dehors, vous prenez le temps de marcher pour regarder les arbres. Do you have time to look at the beauty of the autumn, my sister? Look at the color of the tree. Hein? Je vais vous parler de l'impermanence. Hein? Donc j'étais petite fille, je suis née au Maroc. C'est une bénédiction. Française, chrétienne, née au Maroc, c'est une bénédiction. J'ai été accueillie, reçue et aimée beaucoup par le peuple marocain. C'était des amis avec lesquels on avait beaucoup d'échanges. Et une grande partie de mes façons d'enseigner probablement viennent de là-bas. Probablement. Mon côté poétique et tout ça, bien arrosé là-bas. Ma joie de vivre aussi, ma façon d'être très joyeuse, et de prendre la vie comme ça, très probablement aussi. C'est le contact avec cette civilisation merveilleuse. Petite fille française, je suis dans une école, et un jour, j'étais un peu coquine hein, quand j'étais petite, ça doit se voir encore un peu. Oui, hein, j'ai entendu oui, ça se voit encore, bon. C'est bon signe, c'est une impermanence impermanente. Donc j'étais un peu coquine et il y avait deux petites filles, je devais avoir 9 ans, hein, deux petites filles qui étaient derrière moi et qui chuchotaient « Ah, mais je l'ai vu, il est beau garçon, je l'aime beaucoup, tatata, je sais pas quoi. » Enfin bon, puis alors mon oreille, elle a grandi beaucoup. Et puis j'ai beaucoup de difficultés à garder ma joie pour moi. Dès que j'ai de la joie, j'ai toujours envie de la partager avec quelqu'un. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé. J'ai partagé par écrit. Oh, j'avais 9 ans. Hein. J'ai partagé par écrit et j'ai utilisé un mot que je ne vous donnerai pas, qui est un mot marocain.
et qui signifie que j'avais vu écrit et que je savais être un mot qui était quelque chose plus ou moins relié à l'amour. J'écris ce mot et à ce moment-là, devinez quoi, les maîtresses, elles sont terribles. Non mais je vous assure, c'est vrai. Elles sont terribles. Elles voient toujours, c'est comme les mamans, elles voient toujours exactement ce qu'il ne faudrait pas voir au bon moment, quoi. Et alors, mon petit mot a été intercepté. Et le mot que j'avais écrit dessus, c'était un mot qu'une petite fille de mon âge, à cette époque-là, ne pouvait même pas imaginer. Et c'était vrai, je ne savais pas ce que j'avais vraiment écrit, le sens vraiment de ce que j'avais écrit. Donc, instantanément, alors j'aurais voulu qu'elle puisse savoir, ma petite sœur, instantanément, je me suis retrouvée dans le bureau de la directrice, clouée au mur par la colère des adultes, hein, qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais dehors, c'est fini, vous n'aurez plus le droit de venir à l'école. On ne peut même pas imaginer ça à l'heure actuelle, ici. Alors je suis rentrée, bien sûr, il s'est passé ce qui devait se passer. J'ai reçu une bonne fessée, au moins une. Et puis ensuite, maman est allée à l'école pour essayer de jouer le rôle de médiatrice. Moi, j'étais terrorisée par les résultats de ma parole, enfin de mon écrit, parce que j'avais aucune idée vraiment de pourquoi ça avait créé une telle tempête. J'ai eu le droit, après négociation, j'ai eu le droit de rester à l'école, j'ai 9 ans, hein, de rester à l'école quand même, mais personne ne devait ni me regarder ni me parler pendant 40 jours. 40 jours, une petite fille qui n'est pas exclue de l'école, mais tout le monde, hein, même les balayeurs, enfin, tout le monde hein, avait ordre de ni me regarder, ni me parler, ni s'adresser à moi, ni échanger un regard, ni échanger un sourire. Voilà, je vois que vous êtes en train de compatir. Et donc, j'ai été complètement dans une isolation dont on ne peut pas imaginer la profondeur pour un enfant. J'étais désespérée. Je ne savais pas si vraiment ça allait s'arrêter au bout de 40 jours. Et 40 jours, c'est une éternité pour un enfant. Et j'avais gardé, donc après, bon, ils ont recommencé à me parler. Hein. C'était un mot vulgaire que j'avais utilisé. Et je continue à traîner ça, c'est pour ça, se pardonner, hein. Nous sommes bien dans se pardonner hein, aujourd'hui. Hein. Et donc, j'ai traîné ça pendant des années à l'intérieur de moi sans vraiment savoir. Par exemple, quand il y avait des groupes de personnes ensemble, tout de suite je m'en écartais. Quand il y avait 2 personnes, 3 personnes qui parlaient ensemble, je ne pouvais jamais me rapprocher pour parler. Quand quelqu'un ne me regardait pas, instantanément, j'étais plongée dans une détresse infinie. Et je ne comprenais pas bien parce que la mémoire n'était pas restée. Donc, notre maître, avec la pleine conscience de la respiration, la marche méditative, vivre l'instant présent, a fait rejaillir, renaître en moi l'origine de ma souffrance et m'a aidé à guérir. Et donc un jour, j'étais dans un hamac au village des Pruniers, j'étais moniale, et je tenais ma peine et mes pleurs, à cause de ça, bien sûr, d'être exclue. Tout le monde était parti à la marche méditative, mais j'y étais pas allée, mais je me sentais exclue. C'était pas vrai, personne ne m'excluait, mais la souffrance interne était restée tellement forte, l'imprégnation si forte, que je ne pouvais pas faire autrement. Donc il a peut-être fallu qu'une personne passe à côté de moi et me tourne le dos à ce moment-là pour que je me sente exclue, c'était fini. Alors donc je suis partie. Donc je m'étais réfugiée dans un hamac. Et puis dans mon cœur, mon maître est venu me chercher et m'a fait faire cette méditation. Lui, il marchait, il était sur le chemin. Mais dans mon cœur, il est venu et il m'a aidé pour la méditation. Alors voilà comment ça a été fait.
il m'a demandé de venir et de retourner à l'école. Et j'étais une petite fille. Voilà. C'était terrible. Donc je suis retournée à l'école avec lui, avec cet être merveilleux. Et avec son autorité douce et parfaite, il a rassemblé toute l'école de l'âge, de mon âge, au moment où ça s'est passé. Alors il y avait mes profs, il y avait la directrice, il a dit tout le monde, hein, le personnel de cuisine, tout le monde doit être là. Et moi j'étais toute petite, mais il me tenait par la main. J'étais debout devant tout comme maintenant. Et voilà, il y avait tous les enfants de l'école. Si, c'était énorme. Et il a commencé à poser cette question. Non, il a commencé à dire: les parents de cette petite fille sont venus vivre au Maroc. Et les grands-parents sont venus aussi vivre au Maroc. Cette petite fille a vécu donc dans un monde marocain aussi. Elle a appris la langue marocaine aussi. Elle a 9 ans. Et elle a, je vous la fais courte parce que sinon c'était très long. Regardez bien cette petite fille. Si ses parents n'étaient pas venus, c'était un mot marocain, rappelez-vous, vulgaire mais marocain. Si les parents de cette petite fille n'étaient pas venus au Maroc, est-ce que cette petite fille aurait pu écrire ça? Ben non. Si cette petite fille n'avait pas été élevée au Maroc, est-ce qu'elle aurait pu écrire ça? Si cette petite fille n'avait pas fréquenté des enfants, est-ce qu'elle aurait pu écrire ça? Est-ce qu'elle aurait pu imaginer écrire ça? Enfin, il a fait longue, et puis après il a dit: coupable ou non coupable? Vous entendez bien ce qui a été dit par le maître. Coupable ou non coupable? Est-ce que cet enfant est coupable d'avoir écrit ça? Voilà. Et tout le monde a dit non, les uns après les autres. Il a interrogé la directrice, il a interrogé mes professeurs, il a interrogé les élèves. Et tout le monde a dit ben non, forcément. Alors je viens de vous transmettre. J'ai été sauvée, hein. Je peux vous dire maintenant, ça m'arrive plus des crises comme ça, hein, des crises de désespoir pour ça, c'est fini. Qu'est-ce qui m'avait été transmis à ce moment-là? Un travail merveilleux que le Bouddha nous offre. Cause et condition. Tout se passe à cause de causes et de conditions. Il y a une cause originelle et il y a des conditions. Et pour que cela se déroule, que ce soit pensée, parole ou action, il faut des causes et des conditions. Et c'est seulement avec ça qu'on peut regarder en profondeur. Quand vous avez sur le cœur quelque chose de douloureux comme ça, faites un tour d'abord là-haut. Visitez qui vous êtes. Voyez que tous les mots que vous avez appris viennent directement de votre environnement, de votre famille, de vos professeurs, de ce que vous avez lu, de ce que vous avez entendu, des conversations, des appels téléphoniques, Voilà. Notre corps et notre esprit ont été intégralement formés par tout ce qui nous a donné naissance et entouré. Vous me comprenez? Nos attitudes sont la reproduction des attitudes de notre lignée. Vous me croyez? Vous n'êtes pas obligés, hein? Nous sommes donc à la ressemblance complète de notre lignée, même si ça nous déplaît. Dans cette lignée, il y a des merveilles, sinon vous ne seriez pas là. Nous ne serions pas là. Ces êtres qui nous ont peut-être fait du mal par certains côtés
nous ont apporté aussi beaucoup de beauté. Notre maître a l'habitude de dire, si vous êtes ici, c'est parce que vos parents, vos ancêtres, là, vous savez, vos ancêtres ont beaucoup de mérite. Alors qu'on ne les voit pas, ces mérites, quelquefois. Vos parents, vos ancêtres ont eu beaucoup de mérite pour vous permettre d'arriver à venir aujourd'hui écouter un enseignement dans un lieu comme ça. Combien de personnes à Paris? Pas loin de 6 millions maintenant avec le Grand Paris. Hein? Combien vous êtes? Combien vous êtes? À chercher une voie pour mettre un terme à la colère, à la violence, à l'impuissance, à la souffrance. Combien vous êtes? Bon, il n'y a pas que cet espace, mais vous savez bien que ce n'est pas dans ces espaces-là que toute la foule se rassemble. On aurait des problèmes pour les héberger. Donc, nous apprenons à regarder comme ça. Nous apprenons à regarder dans cette direction, dans le qui suis-je. Et puis on prend le problème, comme je vous ai fait voir pour le problème de la petite fille qui avait dit ce mot. Voyez que j'ai encore honte du mot qui a été prononcé, puisque je ne le dis pas. Hein. Voyez, bien que je sache très bien que j'ai été victime de l'avoir entendu avant, hein, et puis victime de ma petite bêtise de gosse, quoi, c'est sûr. Donc j'ai eu ma part de responsabilité, mais je n'ai eu qu'une part de la responsabilité. Je vais prendre un autre exemple pour vous faire voir comment on peut regarder en profondeur. J'avais 16 ans à peu près, j'étais dans le train avec mes parents, j'ai lu un journal sur le... Je me rappelle encore du nom de la personne. Il y avait un jeune homme qui s'appelait Jean-Claude Genet et qui était condamné, peut-être à mort à ce moment-là, je ne me souviens plus, pour quelque chose qu'il avait fait très grave. Et la petite jeune fille que j'étais à ce moment-là s'est posé la question, et pourquoi il a fait ça? Et j'ai essayé de voir, est-ce qu'il avait des parents qui avaient pu l'entourer suffisamment, lui transmettre suffisamment d'énergie pour pouvoir maintenir sa capacité à garder des préceptes corrects, c'est-à-dire une droiture dans la vie. J'ai regardé quel était son milieu, de quel milieu il sortait. Est-ce qu'il y avait eu assez d'encadrement autour pour l'aider? Est-ce qu'il y avait eu assez d'amour? De quoi il avait eu réellement besoin? En fait, j'ai fait exactement la même chose, spontanément. Et j'étais tout à fait prête à aller voir Monsieur le Président de la République en me disant « Bon, d'accord pour votre jugement, mais il faut peut-être repenser ça différemment. » Maintenant, aujourd'hui, je m'en étonne pas parce que je me dis « Bon, ça doit venir la lignée. » Et il y a une autre lignée peut-être, tu pourrais revenir nous dessiner 2 lignées, s'il te plaît. Parce que comme ça, on comprendra mieux. Hein. La deuxième lignée, c'est nos descendants. Alors, tu peux, je ne sais pas comment tu peux faire, hein, à partir de ma petite bulle. Elle est bien pleine, hein. Alors, nos descendants. Oui, vers le bas, oui, pourquoi pas. Je vais en profiter pour boire un peu. Faisons beaucoup avec le même esprit que les ascendants, s'il te plaît.
Ah oui. Il y a du monde, hein? Voilà. Comme quand vous mangez une amande, on interrompt cette lignée de l'amande. Elle aurait donné naissance à un amandier. Combien d'amandes porte un amandier durant toute sa vie? À sa vie, sa manifestation. Et combien chaque amande de cet amandier-là aurait donné naissance à combien d'amandiers, qui aurait donné naissance à combien d'amandiers? Quand on mange une amande, on doit être très respectueux et plein d'amour. On lui dit pardon, je te prends tous tes bébés. Et ça veut dire des bébés qui pourraient couvrir toute la terre. Oui. Alors, il faut savoir une chose, nos descendants ne sont pas toujours nos descendants génétiques. Ce que je suis en train de vous raconter, vous savez, vous allez partir et puis que vous y repensiez ou pas, c'est inscrit en vous. Donc vous êtes mes descendants, les descendants de cet enseignement. Mais comme moi, j'ai des ascendants. Vous voyez mes ascendants? Alors peut-être tu pourrais dessiner donc dans une belle couleur les ascendants spirituels et descendants spirituels. Vous allez voir comme nous sommes bien remplis. Je reçois et je donne à chaque instant. Donc il n'y a plus recevoir et donner. C'est juste... Voilà. C'est juste comme ça. Hein? Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Toutes les personnes à qui vous avez parlé, toutes les personnes que vous avez regardées, toutes les personnes à qui vous pensez, sont vos descendants. Tout ce que vous avez semé comme pensée, parole et action sont vos descendants. Que ce soit dans le monde spirituel ou dans le monde. Regardez si c'est joli. Donc on ne peut pas dire, par exemple, j'ai pas d'enfant. C'est pas vrai. Bien sûr, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez la lignée. C'est toutes les personnes que nous rencontrons deviennent porteurs de nous-mêmes. C'est très très important de savoir ça. Parce qu'ils nous transportent ensuite. Ils partent avec nous, ils nous transportent. Et ce que dit Tai, c'est que nous avons beaucoup de corps de manifestation. Les corps de manifestation, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, comme je parle au nom de Tai aussi, au nom du Bouddha, je suis un des corps de manifestation du Bouddha et de Tai. D'accord? Mais vous aussi. Donc, c'est à l'infini. Nous ne sommes pas des êtres finis. C'est à l'infini. J'ai aucune idée de l'heure, si. 11 heures, hein? Presque. Donc ça fait une heure, pas tout à fait, oui, ça fait une heure que je parle à peu près.
nous avons mis tout, presque tout à l'extérieur, n'est-ce pas? Vous avez entendu parler du vide dans le bouddhisme. Tout est vide. Et dans la récitation de la Prajnaparamita, on dit que tout est vide. Et Thay nous dit, posez la question à Avalokiteshvara, le Bodhisattva, qui a donné naissance à ce magnifique texte. Hein? Posez-lui la question, vide de quoi, s'il vous plaît, Avalokita, dites-moi de quoi, parce qu'il dit, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni mental, ni corps, ni une liste immense, ni, il n'y a pas, c'est vide, c'est vide, c'est vide. Mais vide de quoi? Vide d'un soi séparé. Je recommence. Vide d'un soi séparé. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. On a pu regarder que si notre petite sœur avait laissé à l'extérieur, ma petite sœur, c'est votre grande sœur, attention, hein. Si notre sœur avait mis les fruits à l'extérieur, nous étions vides, n'est-ce pas? Vides. Mais en fait, nous sommes pleins de tout le reste, de tout ce qui nous... Vous comprenez? On est plein de nos ancêtres, on est plein de la nourriture qu'on mange, plein de la terre, de l'air, du soleil. Vous êtes d'accord? Donc, vide de quoi? D'un soi séparé. Vide d'un soi séparé. C'est-à-dire que rien, absolument rien, de nous n'est seulement nous. Il ne faut pas me croire, il faut chercher. Sinon, ça va devenir intellect, c'est perdu. Hein? Donc, dans nos erreurs, souvent nous reproduisons des erreurs de notre lignée. Des erreurs de notre lignée. C'est pas rare. On s'était promis quand on était enfant, non, moi ça je ferai jamais, non, ils sont fous de faire des choses pareilles. Il n'en est même pas question. Et puis on ne sait pas pourquoi, mais on se retrouve dans une situation similaire. Bien qu'on se soit promis enfant de ne jamais tomber là-dedans, mais si, on y va. Et on fait des efforts pour ne pas y aller, et puis mais quand même on y va. Hein? C'est l'énergie d'habitude, ce sont des énergies d'habitude. Alors on peut faire ça comme ça. Si on a un côté par exemple d'irritation, de colère, qui vient, on le sait très bien, de papa ou de maman, grand-père, grand-mère, de toute façon c'est la lignée, tout va bien. Hein? On peut se dire bonjour papa, ou bonjour maman, au moment où on commence à monter. Attendez, n'attendez pas que ce soit sorti trop fort. Hein? Juste avant, vous dites coucou my father and me, I see your anger. Coucou mon papa, je vois ta colère en moi. Et là, la petite fille, le petit garçon qui est en nous dit il me semble bien que j'avais décidé de ne pas y aller. On a plus de chances d'être rattrapé avant. Hein? Et quand ça nous arrive, il ne faut pas nous mettre en colère contre nous-mêmes, s'il vous plaît. C'est apprendre à se pardonner. Hein? Voir quelles étaient les causes et les conditions qui ont amené cela. Ce jour-là, je me suis réveillée, j'avais mal dormi la nuit, j'étais irritée, j'étais tendue, et puis comme par hasard, hein, on dira comme ça, comme par hasard, et ben, il ou elle est arrivé, et puis il a commencé, ou elle a commencé à être vraiment pas sympathique, vraiment pas gentil, ou moi je l'ai interprété comme ça, et j'ai démarré au quart de petit poil. Je me suis mise en colère instantanément, presque. Il y avait des causes en amont qui faisaient que j'étais fatiguée, j'avais pas bien dormi, j'étais pas vraiment en moi-même calme, détendue. Si j'avais été calme et détendue, jamais j'aurais pris cette phrase pour quelque chose comme ça. Et quelquefois on dit ou on fait des choses, on a l'impression que c'est irrécupérable. Mais c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai.
Ce que nous demande notre maître, c'est d'être en pleine conscience de ce qui s'est passé. De s'asseoir et de regarder, prendre du temps pour regarder en profondeur qu'est-ce qui s'est passé. Dans quel état j'étais personnellement ce jour-là? Quels étaient les soucis qu'il y avait? Quels étaient les problèmes familiaux, les problèmes au niveau de mon travail? Quels étaient... Quel background, le contexte dans lequel j'étais, pour que telle phrase ou telle action se soit manifestée. J'ai été mue, j'ai été poussée par l'énergie d'habitude familiale et que je transmets. Et je veux arrêter de transmettre. Et c'est possible. Je suis le maillon de la chaîne entre le haut et le bas. J'ai trouvé une voie qui doit être ici pour mettre fin à cette souffrance familiale. On a tous un karma familial. Le Bouddha dit très clairement que la première rétribution de notre karma, pensée, parole et action, c'est notre corps. Deuxième, la famille, papa, maman, les grands-parents, tout ça. Le milieu social dans lequel on est. L'environnement dans lequel on se développe. Le lieu de la planète sur lequel on est. Tout ça, c'est une rétribution. Et nous ressemblons à nos parents, à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents. Et nous sommes là, nous avons la capacité de développer à fond toute leur beauté. Il faut les reconnaître, ces beautés. Toutes les beautés des ancêtres. On fera un atelier cet après-midi là-dessus. Toutes les beautés des ancêtres. Et transformer toute leur souffrance. On est là pour ça. Et si on arrive à faire ça, notre taille nous a dit, au moment où vous commencez à pratiquer comme ça, pour soulager la souffrance de votre lignée ascendante et descendante, tous les progrès que vous allez faire vont réparer le passé de vos ancêtres et le futur de vos descendants, ou le passé de vos descendants. Et vous allez pouvoir, dans votre lignée, mettre un terme à la souffrance de votre lignée, à ce karma de votre lignée. Quand vous émettez une pensée négative ou une parole négative, ou que vous avez fait une action négative, notre maître nous dit « Arrêtez-vous, retournez à vous-même, retournez à votre souffle, concentrez-vous. » Et avec tout votre pouvoir spirituel et physique, vous envoyez une pensée qui va contrecarrer, contrebalancer ce que vous avez fait. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait une erreur et vous avez peur que ça détruise la relation avec l'autre. Tout de suite, dès que vous vous en rendez compte, envoyez immédiatement une pensée. Elle va rattraper la pensée qui est précédente. Et elle va diminuer le karma, peut-être même l'annuler. C'est ce que nous a dit Thaï. Quand vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, demandez pardon. Demandez pardon. Mon papa, ma maman, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je te demande pardon. J'ai pas été habile ce jour-là quand j'étais près de toi. Au fond de moi, j'ai vraiment envie d'être différente. Mais dès que je suis en contact avec toi, je ne sais pas me gérer correctement. Je ne sais pas faire ce que je dois faire. Je te demande pardon. Je sais que tu m'as mis au monde, que tu m'as élevé, que tu as fait de ton mieux en fonction de qui tu étais à ce moment-là, de tes capacités, de ta santé, de tout. Tu as fait de ton mieux. Et je suis là pour prouver que c'était pas si mal du tout. Hein?
Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Vous savez, on n'est jamais mort d'avoir dit pardon. Demander pardon. C'est curieux, hein? On a l'impression que on va toucher une bombe, là. Attention, hein, que c'est une bombe antipersonnelle. Donc, il faut faire vraiment attention. Mais c'est pas vrai. L'autre n'attend que ça. L'autre personne n'attend que notre demande de pardon. J'ai fait cette erreur, je te demande pardon. Si on ne peut pas le faire de vive voix, on le fait par écrit. Et maintenant, on a des moyens merveilleux. Même s'ils sont au bout de la planète. Il y a le téléphone, il y a les emails, les SMS, les machins, les trucs, les choses, enfin tout ce qui est neuf, quoique je ne connais pas tout, je ne connais pas tout. Alors il suffit de le faire, d'écrire. Et ça change notre vie, ça change la vie des autres. Ils vont pleurer. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Ils vont pleurer de bonheur. Ils vont pleurer. Et même si vous faites vive voix et que la personne à côté dit « Arrête tes bêtises !» Mais vous savez pourquoi il ou elle dit ça? C'est parce qu'il a peur d'exploser en larmes. Alors, arrête tes bêtises, mais ça veut dire « Mais tu me touches trop, quoi !» Vous savez, c'est tellement joli. C'est possible de demander pardon. C'est vraiment possible. Et ça transforme une vie, ça transforme une famille, ça transforme des relations amicales qu'on croyait perdues. Et en même temps, en faisant ça, on peut se pardonner. J'ai fait cette erreur, je l'ai vue, j'ai demandé pardon, ben ça y est. Quand j'étais petite fille, j'entendais dire « Faute avouée est à moitié pardonnée ». Vous avez entendu ça déjà? Faute avouée est à moitié pardonnée. Alors, c'est facile. Il suffit de le faire. Il suffit d'ici ce soir, minuit, d'avoir écrit à quelqu'un « Je te demande pardon, mon amour, j'étais pas assez attentive. Sais-tu que je t'aime ?» Pourquoi? Parce qu'il peut jouer à cache-cache, elle peut jouer à cache-cache cette nuit, elle peut mourir cette nuit. Nous aussi. Alors qu'est-ce qu'on va attendre comme ça pendant combien d'années? Hein? Nous ne sommes pas immortels. On peut faire ça. Hein? Tu sais, mon enfant bien-aimé, je te demande pardon. Parce que je n'ai pas su toujours t'écouter comme tu aurais voulu être écouté. Alors, excuse-moi, pardonne-moi. Parce que pendant ces années-là, ou pendant ce temps-là, j'ai traversé des moments bien difficiles et j'étais trop débordée. Est-ce que tu sais que je t'aime? Vous imaginez, quand ça va arriver à la maison, ça? C'est trop beau. Ils vont se dire, il faut vite qu'il ou elle retourne là-bas, à la maison de l'Inspire, vite. Et quand c'est le prochain, maman? Papa, quand est-ce que c'est le prochain tour à la maison de l'Inspire? Quand est-ce que tu vas aller respirer là-bas un peu? Parce que tu m'envoies des lettres comme j'en ai jamais reçu. D'imaginer. Alors nous sommes tous ça. Nous sommes vides d'un soi séparé. Nous sommes complètement impermanents. De minute en minute, nos pensées montent et descendent. J'ai vu vos visages passer par plein d'expressions depuis tout à l'heure. Ça veut dire que vous étiez dans des émotions différentes. C'est magnifique, puisque nous sommes impermanentes. La petite fille qui a écrit ce mot-là, elle est encore en moi, mais sous forme de coquillage. Hein? Elle est vivante, mais depuis, j'ai beaucoup changé. Vous avez pu remarquer d'ailleurs. Donc voilà. Je voudrais vous laisser du temps pour des questions-réponses, s'il vous plaît, parce que je finirai à 11h30 pour la marche méditative. Je voudrais surtout pas vous priver d'un beau temps comme ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? Oui. Que faire quand on a envoyé de l'amour par téléphone à sa maman et qu'on n'a pas de réponse parce qu'elle joue à cache-cache? Elle est morte? Non, elle joue à cache-cache. Elle vit en Guadeloupe. Elle est dans la rancune, mais je ne sais pas pourquoi.
Moi, je l'aime. Maintenant, il me reste plus que la méditation. Je sais pas. Quelquefois, quand on ne répond pas, c'est précisément parce qu'on a été profondément touché. On a été profondément touché. Non, oui, c'est ça. They will ask, no, after, not yet. Merci, merci. Just, elle a été trop touchée. Elle ne s'attendait pas à ça. Et après, on ne sait pas comment répondre. Je l'ai fait sans SMS aussi. Eh bien oui. Tous les moyens. Eh bien oui, elle a entendu le message. Encore ce matin. Ah ben c'est magnifique ça. Voilà. Pour se réconcilier avec quelqu'un, on n'est pas obligé de rentrer en contact physique avec. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un que vous aimez et que la personne a rompu le contact, ça peut, hein. Ce que nous propose Thaï, c'est de faire des marches méditatives avec cette personne et en la voyant du temps où on s'entendait très très bien ensemble. Quand on était tout petit et qu'on pouvait jouer encore avec papa et maman ensemble, hein, qu'on galopait dans la nature. Il y a eu ces moments-là. Il faut aller les chercher, petite sœur. Il faut aller chercher ce moment-là. À quel moment? Et se promener avec cette maman, quand on était tout petit, qu'on pouvait rire, grimper sur ses genoux, lui faire des câlins. Si, ça s'est passé. On a oublié. On a tout oublié. Vous savez, c'est tellement oublié, je vais vous dire, petite sœurette. Oui, merci, petite sœur. Vous savez, c'est tellement oublié que maintenant, et puis je vois tellement de personnes qui sont en colère contre leurs parents, tellement, que je veux donner ma vie pour changer ça. Et des couples qui se déchirent avec des petits au milieu, et ça, je ne peux plus supporter, et alors toute mon énergie va dans ce sens-là. Hein? On va essayer de faire mieux, quoi. On va essayer de faire mieux. Je demande, quand je vois des jeunes couples avec leurs enfants, je leur dis filmez, s'il vous plaît, et faites des photos. Gardez un album de photos avec les dates. Hein? Ça va, mon chéri, tu as le droit de pleurer, même beaucoup. Tout va bien. J'ai pas de photos. Ça va venir. Bon. Alors, écoutez bien. C'est le futur, là. Je parle pour le futur. On prend des photos. Alors, c'est le petit garçon, la petite fille, trop mignonne, tous les deux. Oh là là, comme ils sont beaux. Et alors, ils regardent leur papa et leur maman comme ça. Et puis, papa les garde sur les épaules. Ils font la course dans les champs. Ils chantent, ils jouent, ils mangent, ils partagent un repas. Ils soufflent sur des bougies. Enfin, bon. Et puis le jour où votre enfant vient, il vous dit « Oui, mais moi, j'ai jamais été aimé, hein ?» Ah oui, c'était quand? Attends, bouge pas, mon amour. Je vais chercher dans l'album. Tu penses quelle année? Ah bon. Alors, s'il vous plaît, projection. Maintenant, ça suffit. Maintenant, je veux plus. Je joue plus. J'ai 76 ans, je vais bientôt mourir peut-être. Je veux plus. Je veux qu'on se réconcilie. Je veux qu'on regarde la vérité. Je veux qu'on regarde en profondeur. Qu'on arrête de condamner les aînés et les enfants. Je veux que les couples se réconcilient, se comprennent et s'aiment. Attention, c'est la première fois que je dis ça. J'en ai assez de voir les gens souffrir, les personnes souffrir, mes amis souffrir, les personnes que je ne connais pas souffrir. Ça suffit maintenant. Ce ne sont que des perceptions erronées. 90% de nos perceptions sont erronées. On les voit à travers le filtre de nos expériences et de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on a vu, interprété, tout. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend. 90% c'est faux, 10% c'est juste. Alors il faut se réconcilier. Il faut mettre en route cette merveilleuse détermination. Mais ça suffit quand même. Maintenant. Et si ça changeait?
Et si on pouvait, on peut tout transformer. Le Bouddha dit très clairement, vous êtes ici dans un endroit, regardez comme il sourit, il est d'accord. Le Bouddha dit, le passé n'est plus. Le passé n'est plus. Mais nous nous promenons tous avec des souvenirs, comme les casseroles qui sont attachées à une voiture. Mais c'est vrai. Et on se sert de ça, on se fait que du mal avec ça. Mais c'est fini. Il y a belle lurette que c'est clos, c'est terminé. Et pourquoi on garde ça en mémoire? Pourquoi pas arroser que des bonnes graines, donner naissance à un flot, une rivière, un mouvement comme ça, magnifique. À partir d'aujourd'hui, j'efface mon ardoise. Ça se faisait avant, hein, les dettes dans les je sais pas quoi, là, j'ai jamais vécu ça, mais je sais que ça existait. Et de temps en temps, on disait, on efface l'ardoise. Et vous voulez bien effacer l'ardoise? S'il y a des résistants, je vous demande une chose. Apportez-moi tout à l'heure votre première fiche d'impôt, feuille d'impôt. Est-ce que vous vous souvenez combien vous avez payé à votre première fiche d'impôt? Pour les plus jeunes, c'est plus facile. Alors, vous ne l'avez pas gardé en mémoire? Enfin, quand même. C'est fort, hein? C'est un peu fort aujourd'hui. J'ai l'habitude aussi de faire des choses comme ça. Une autre question. Donc, se promener, pour finir de répondre à ta question, petite Sarette, se promener, se souvenir des moments heureux, et se promener, et s'il n'y en a pas à ta mémoire, les inventer. Mais oui, alors j'aurais aimé que ma maman fasse ça. Eh bien, elle va faire ça avec moi. Maintenant, dans mon imaginaire, tout de suite. J'aurais voulu qu'elle me dise mon enfant chéri, mon amour. Alors quand je me parle, je dis mon enfant chéri, mon amour. Et ça va guérir. Ça va enlever tous ces vieux pansements qui sont vraiment mauvais. On va les décoller et à la place, on va mettre du baume. Jamais personne ne peut nous remplir. La seule personne qui nous connaisse parfaitement et qui peut prendre soin de nous et nous remplir comme on voudrait l'être, c'est nous. Alors, on veut des mots d'amour, on se les donne. On veut des beaux moments, on se les offre. Hein? Oui, alors une question là. Hein, le petit... S'il vous plaît. Merci Sœur Yakmim d'avoir partagé ce que tu as vécu quand tu étais enfant, à 9 ans. Moi j'ai une souffrance de rejet qui est très très grande en fait, et j'en avais pas conscience vraiment, puisque j'ai été rejetée par ma famille depuis 15 ans. Et je me rends compte que dans mes relations, parfois, il y a des choses qui font que j'ai tellement peur d'être rejetée comme je l'ai été par ma famille que, voilà, quelque part, je mets en place des comportements qui ne sont pas, à mon avis, corrects ou des choses comme ça. Voilà, donc j'ai entendu comment toi-même tu as réussi à te guérir de ça, avec plein d'imagination et la grâce de taille, je suppose. Et voilà, et je voulais savoir comment je pouvais me guérir. Et aussi, je me disais, j'entends bien que effectivement, déjà de repérer qu'on a cette souffrance en soi, ça c'est voilà, la première étape. Après, de ne pas nourrir ça,
c'est la deuxième étape, mais est-ce que ça peut être un peu miraculeux comme ça, c'est-à-dire à un moment donné, je sais pas, faire quelque chose et puis se dire bon ça y est c'est fini. Voilà. Vraiment, je me pose vraiment cette question, ça serait extraordinaire, mais je me pose cette question vraiment. Quand la souffrance de rejet est très forte et a duré longtemps. Merci. Il y a deux voies. La première voie, c'est chaque fois que ça apparaît, se tourner vers la petite Anne-Emmanuelle et lui dire « Oh mon amour, tu as peur d'être rejeté ?» À l'âge où on a vécu ce rejet. « Oh mon petit amour, viens voir ma petite chérie, regarde, est-ce que tu es en réel danger ? Ou est-ce une projection du passé dans le moment présent ? Viens, donne-moi la main, viens voir, regarde. » Je me rappelle avoir fait ça avec certaines de mes... ça va, mais ça ne me dérange pas. Certaines de mes jeunes sœurs qui appréhendaient de s'approcher de taille. Taille, c'est l'amour incarné. On risque vraiment rien. Tous les désirs sont déjà réalisés avant même de les avoir émis. Hein. Et je prenais la main de ma sœur, je disais que je faisais avec elle comme avec mon propre enfant intérieur. Viens mon petit chéri, tu sais, il est un amour, il est doux, il est gentil, viens, on va y aller ensemble. J'ai fait ça. Hein. J'ai vu que Taï voyait ça et approuvé. Parce qu'en fait, c'était pas ma sœur qui avait peur de le rencontrer, c'était la petite fille de ma sœur qui était intimidée et qui n'osait pas s'approcher. Donc ça, c'est la première méthode pour moi. Ça, c'est la première méthode. Il y a une méthode qui existe. Alors donc ça, mais constamment. Chaque fois que ça apparaît. Jusqu'au moment, et en lui faisant bien constater. Est-ce que tu es en danger, mon amour gentil ? Est-ce que quelque chose t'a fait voir dans l'attitude de la personne, les paroles de la personne, le regard de la personne, sa façon de marcher, sa façon de respirer, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a exclu ? La plupart du temps, c'est non. Hein. Peut-être une tête qui s'est détournée de nous à cet instant-là, parce que la personne était attirée, parce que quelqu'un parlait. Mais ça suffit comme élément déclenchant. Vous savez ? Il faut très peu de choses. La deuxième chose, c'est Manjushri, le bodhisattva de la grande sagesse. On prend son sabre et on tranche à travers l'affliction. Parce que souvent on traîne longtemps avec la petite fille, le bébé, sans pouvoir arriver à se libérer vraiment. Trancher à travers l'affliction. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'être attachée à ma souffrance. À partir d'aujourd'hui, je me rends compte que cette souffrance me détruit ma relation avec les autres, détruit ma relation avec cette personne. Et maintenant, ça suffit. Je tranche à travers ça. Là, nous sommes très heureux au fond de nous d'avoir des souffrances et nous sommes très attachés à nos souffrances. Ça donne sens à notre vie, à nos comportements et tout ça. Ça suffit. On va mettre un terme à ça. On va mettre un terme. Pourquoi est-ce qu'on traîne avec nous tant de souffrances ? Ça nous rend vraiment malheureux, hein ? Et si on tranchait, si on prenait, moi ça m'a énormément servi, c'est ma pratique, ça a été ma pratique pendant très longtemps. Quand j'en étais à reprocher à quelqu'un quelque chose, je prenais le bâton du berger, hein, bâton sérieux là, hein, Manjushri, le sabre, hein, je le plantais dans la terre et je disais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Eh bien, je peux vous dire, c'est miraculeux. Tu cherches quelque chose de miraculeux ? Miraculeux. Que celui qui n'a jamais péché, c'est-à-dire moi, lui jette la première pierre.
Est-ce que je n'ai jamais rien fait de mal? Est-ce que je suis si parfaite? Est-ce que vraiment elle mérite d'être martyrisée comme ça, maltraitée, même mentalement? Est-ce que ça suffit pas maintenant? Ça suffit. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ça nettoie tout. Il y a plus de 2000 ans, un homme a dit cette phrase pour guérir les êtres. Il savait qu'aujourd'hui, dans cette pièce-là, ce Riaknim allait vous le dire. Il a dit, je le dis, tu vas voir. 2000 ans plus tard, un peu moins, Sir Riaknim assise dans la maison de l'Inspire va le dire. C'est sûr. Il s'agissait de Jésus, hein, vous savez. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère, hein? Tout le monde, hein? Bon, ça va. Ce que vous savez peut-être pas, c'est que Jésus était venu intentionnellement dans ce lieu pour qu'aujourd'hui on en parle. Que Jésus avait fait ça, il avait dit à ce tout jeune homme, à peine pubère, qui était obligé d'aller tuer une femme à coups de pierre. Il voulait que ce soit transmis par un enfant. Et quand tous les hommes voulaient l'obliger à lapider cette femme, Jésus était là. On dit il dessinait sur le sable. C'est-à-dire, il ne regardait pas ce qui se passait. Mais toute son âme était là pour ces êtres. Et quand ce petit garçon est venu, tout jeune, il a dit, mais moi je ne veux pas te tuer, hein. Je ne veux pas la tuer. Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça? Et c'est le moment que Jésus a choisi. Il a levé les yeux parce qu'il a été appelé Rabbi, Rabbi, maître, 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 3 fois. Et Jésus a levé les yeux, il a regardé l'enfant et il lui a dit, va et dis-leur que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il était très content. L'enfant était très content. On dit que Rabbi a recommencé à dessiner sur le sable. C'est-à-dire, il ne regardait pas. Il voulait que les choses se passent sans sa présence. Les hommes auraient réagi différemment s'ils les avaient regardés. Et ils ont demandé, s'il vous plaît, dis-nous ce qu'il t'a dit. Et il a répété que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est ça qu'il m'a dit. Et on dit que les plus anciens ont posé la pierre qu'ils avaient dans la main. Et ils sont partis les uns après les autres. Mais ce qui ne vous a pas été dit, c'est que Jésus, pour permettre à ces hommes de s'éveiller, a dressé devant eux un miroir d'amour, où ils ont pu voir leurs actes négatifs, mais dans l'amour, soutenus par l'amour de Jésus. Et ils ont eu la force de pouvoir regarder leurs erreurs. Et quand ils ont eu regardé leurs erreurs comme ça, ils ont compris qu'ils n'avaient pas fait beaucoup mieux qu'elles. Ils ont posé les pierres, ils sont partis. Il n'y a pas eu d'exécution ce jour-là. Mais c'est pas fini, il y avait la femme. Elle était là. Et Rabbi dessinait sur le sable. Il ne la regardait pas. Il a dû voir les pieds de la femme, puis le bas de sa robe avec la poussière. Elle l'a appelé 3 fois pour qu'il lève le regard sur elle. La pécheresse. Celle que nous condamnons sans cesse dans l'autre. Hein? Et elle l'a appelé 3 fois Rabbi, Rabbi, Rabbi. Et on dit que Jésus a levé les yeux sur elle. Il l'a contemplée. Il lui a dit, tu n'es pas morte. Vous voyez à quel point
Il était respectueux de ce qui s'était passé et des êtres humains devant lesquels il était. Il avait dû élever ce même miroir d'amour devant elle pour qu'elle se contemple dans ses erreurs, mais soutenue par son amour. Et il lui a simplement dit, va, ne pêche plus, ne recommence pas. C'est tout. Je crois que ça suffit peut-être. Thank you.